À mon arrivée à Genève ce matin, je suis tombée nez à nez avec une statue de Charles Pictet qui me parlait beaucoup, non seulement parce que le nom m'était familier, mais parce que sur le socle de cette statue, il est précisé qu'il a été le diplomate, l'acteur principal de la négociation des traités qui ont mis toute l'Europe ensemble à la chute de Napoléon. Et Charles Pictet m'a attiré mon attention parce que cette année 1814, premier départ de Napoléon ou première chute de Napoléon, et 1815, la seconde, sont des années extraordinaires pour répondre à cette question: à qui appartient la beauté et que faire de toutes ces collections d'Italie, des Pays-Bas, de l'actuelle Belgique, de la Prusse, de la Bavière, du Wurtemberg, de l'Autriche, ce qui était l'Autriche, de l'Espagne, qui avaient été réunies par la violence militaire et par des traités à Paris. Et en 1815 se met en place, avec tous les intellectuels de l'époque, c'est-à-dire des gens comme Charles Pictet, célèbre agronome, son frère qui dirige une revue, mais aussi Goethe en Allemagne, Chateaubriand en France, Stendhal, etc. Toute cette élite, et quelques femmes d'ailleurs, la mère du philosophe Schopenhauer, la jeune journaliste très célèbre Elmina von Chessy, se mettent à penser le patrimoine en essayant de répondre à cette question: est-ce qu'il faut que ça continue d'appartenir à la France, qui l'a bien traité, qui s'en est bien occupé, qui l'a bien mis en valeur, mais qui a tout réuni à Paris? Ou est-ce qu'il faut plutôt, et c'est une expression de l'époque, que le patrimoine soit réparti en Europe, citation, comme dans un ciel étoilé? C'est-à-dire qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Avec des idées qui viennent en particulier d'Italie, où on a le grand sculpteur Canova qui se mêle à la discussion, avec l'idée que, par exemple, une seule œuvre dans une église, c'est plus démocratique qu'une grande accumulation dans une capitale, parce que tout le monde va à l'église à l'époque. Et que chacun, du plus simple fidèle à l'élite, aura accès à son Raphaël, son Caravage, et aura accès à la beauté. Peut-on posséder la beauté? Et si on la possède, quelle responsabilité a-t-on? À qui appartient la beauté? Qui fait référence à un livre qui a eu un prix important en Suisse, à Lausanne, le prix européen de l'essai. Et en posant cette question, à qui appartient la beauté, je voudrais en poser une autre, en fait, qui est imbriquée dans celle-ci, c'est qu'est-ce que ça fait d'être en présence de toute cette beauté dans les musées européens, et surtout, en miroir, à sens inverse, qu'est-ce que ça fait dans les endroits où les choses ne sont plus? On oublie de penser que ces choses uniques, authentiques, qui n'existent qu'une fois et qui, précisément pour cela, sont les plus précieuses, que si elles n'existent qu'une fois et qu'elles sont devant chez nous, à portée d'un voyage en vélo ou d'un voyage en tram, ça veut dire qu'elles manquent quelque part. Et cette dialectique, si on veut, de la présence et de l'absence est constituante de la question à qui appartient la beauté. Quand on se met à se souvenir que ça manque ailleurs, tout naturellement, on commence à se poser la question de mais comment c'est arrivé? Puisque les musées n'ont pas été créés pour raconter l'histoire de comment les choses sont venues. Ils aiment raconter l'histoire du temps où les choses ont été créées. Vous prenez le buste de Néfertiti, vous trouverez dans les musées toute l'explication de la période d'Amarna, du mari de Néfertiti, Akhenaton, du culte monothéiste du soleil, etc. Mais vous n'apprendrez pas, ou peu, ou sûrement pas, le fait que Néfertiti est arrivé à Berlin juste avant la Première Guerre mondiale. Et vous n'apprendrez sûrement pas le fait que ce sont des autorités françaises qui, à l'époque, avaient le pouvoir décisionnaire sur tout ce qui sortait du sol de l'Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes, n'étant pas encore constitués en nation autonome, n'avaient pas droit au chapitre. Et ce sont les Français, juste avant la Première Guerre mondiale, qui ont dit aux Allemands qui venaient de trouver cette Néfertiti, bah oui, prenez-la. Tout ça parfaitement légal, mais sans le consentement, sans l'association des cercles intellectuels, des populations, etc., de l'Égypte de ce moment-là. Et ça, vous ne l'apprenez pas au musée. Et une fois que vous comprenez ça, vous vous dites, mais pourquoi juste avant la Première Guerre mondiale? Et puis pourquoi elle a été réclamée juste après la Première Guerre mondiale, pour la première fois? Par les Français, qui s'étaient mis entre-temps à détester les Allemands et à regretter d'avoir fait sortir cette pièce. Et c'est seulement quand on met ces choses en relation qu'on comprend que nos musées sont non seulement des lieux géopoétiques qui nous amènent la beauté d'ailleurs, mais que ce sont des lieux géopolitiques et liés au pouvoir. Réussir à penser, grâce aux musées, grâce aux lieux de mise en visibilité que sont les musées, la situation géopolitique dans laquelle on est aujourd'hui me paraît l'un des grands atouts des musées, et je pense qu'ils ont tout à gagner, et nous aussi, à raconter ces histoires.